Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'horrible histoire vraie de l'ogresse de la Goutte d'Or, une tueuse en série du XXe siècle qui s'en prenait qu'aux enfants. Comment cette tueuse en série, qui fut arrêtée à de multiples reprises, a-t-elle pu échapper autant de temps à la justice? Retour sur cette histoire hors norme dans l'Histoire à la source. L'affaire de l'ogresse de la Goutte d'Or débute le 2 mars 1905. Jeanne Weber, de son vrai nom, est mariée à un camionneur sans histoire et honnête travailleur. Le couple était parfaitement heureux et uni malgré la mort de 3 de leurs enfants, tous morts en bas âge dans des circonstances non éclaircies. Jeanne n'était pas très proche de sa belle famille, mais un beau jour, elle décide de se rapprocher de ses belles-sœurs, faisant preuve de tendresse avec leurs enfants et se rendant assez utile au quotidien. Faut pas oublier qu'on est au début du XXe siècle, les familles sont très soudées généralement entre elles et il est pas rare justement de voir des liens qui sont très proches entre les familles et les belles familles. Le 2 mars 1905, Jeanne rend visite le midi aux époux Pierre Weber et leurs enfants Georgette et Suzanne. Ah oui, et petite précision aussi, tous les noms qu'on va citer tout au long de l'histoire sont généralement celui du nom des maris, même si on parle des épouses, car c'était la norme à cette époque. Ce midi du 2 mars 1905 donc, Pierre, après le repas, demande à Jeanne de garder la petite Georgette, âgée alors de 18 mois, car sa mère ne pouvait pas l'emmener avec elle au lavoir. Une demi-heure plus tard, on venait chercher en hâte Madame Weber, car sa fille, Georgette, était à l'agonie. La jeune enfant suffoquait, les yeux révulsés et la langue sortant de la bouche, l'écume au coin des lèvres. Jeanne tient encore l'enfant sur ses genoux, en l'enlaçant étroitement, une main passée sous les vêtements de la petite fille. Elle affirme que ce n'est qu'un malaise passager, et qu'elle peut la soigner si on en lui laisse le temps de donner les soins. La mère prend alors sa fille dans ses bras, et la jeune Georgette, enfin délivrée, commença à respirer librement. Jeanne lui dit alors qu'elle peut retourner au lavoir sans crainte, et que son enfant sera guéri lors de son retour. Mais quand elle revient, elle ne trouva plus qu'un cadavre qu'un médecin de l'état civil examina, mais dont la mort est attribuée qu'à des convulsions. Aucun soupçon n'est permis chez les époux Weber, qui accueillent Jeanne quelques jours après, venue prendre des nouvelles de Suzanne, l'autre enfant du couple. Une nouvelle fois, les parents doivent s'absenter, et la garde est donnée à Jeanne. Et une nouvelle fois, on appelle en hâte Pierre Weber pour lui signifier que son enfant va très mal. À son arrivée au domicile, il trouve sa fille couchée sur le lit, les membres contractés, les dents serrées et la figure congestionnée. Jeanne est penchée sur elle, comme pour lui administrer des soins. Jeanne dit alors au père que c'est à cause de l'éther qu'il lui a donné ce matin et qu'il est à l'origine d'une indigestion. Après lui avoir donné un vomitif, l'enfant semble soulagé et le père peut ainsi repartir au travail. Mais le soir, lorsque le père et la mère rentrent du travail, ils ne trouvèrent qu'un second cadavre. Cependant, le médecin de l'état civil juge que cette mort est suspecte et refuse donc l'inhumation de l'enfant. Le commissaire de police ouvre alors une enquête et le docteur Thoineau est chargé de faire l'autopsie. Il ne trouve rien de spécial et conclut à une mort naturelle causée par des convulsions internes. Mais la mère commence à avoir des soupçons et chasse Jeanne de la maison et ne veut plus entendre parler d'elle. 15 jours s'écoulent. Jeanne invite à dîner les époux Léon Weber, le second beau-frère, son épouse et Germaine, leur petite fille de 7 mois. Durant le dîner, les deux épouses s'absentent quelques instants, laissant Jeanne seule avec l'enfant. Tout à coup, des cris retentissent dans la maison et la grand-mère, qui habitait juste à côté, entend ces cris, accourt pour voir ce qui s'y passe. Elle trouve alors la petite Germaine sur les genoux de Jeanne qui tient étroitement serrée la petite, une main pressant la poitrine de l'enfant à hauteur du cœur. La grand-mère réussit à extirper l'enfant après avoir assisté longuement. Mais Jeanne explique à nouveau que si elle presse le cœur, c'est pour empêcher les nerfs de se nouer autour. Malgré cette histoire, Jeanne revient le lendemain pour prendre des nouvelles de l'enfant. Elle s'attarde à causer et finalement la mère de Germaine doit s'absenter et commet l'imprudence encore une fois de laisser sa petite fille avec Jeanne. Ce n'est alors qu'un cadavre qu'elle va retrouver le soir du 26 mars 1905. La mort rôde sur le passage de Jeanne Weber. Mais cela n'empêche pas de continuer ses visites sinistres. Elle ne paraît pas avoir conscience de la révulsion qu'elle inspire. Le 5 avril, elle rencontre sa troisième belle-sœur et son petit garçon, Maurice, chez la mère qui pleure encore Georgette et Suzanne. La mère des jeunes défunts lance alors un avertissement à sa belle-sœur qui s'apprête à sortir. Surtout, ne laisse pas Maurice seul avec sa tante.
Mais c'est sans compter sur Jeanne qui use de stratagèmes en feintant une rage de dents et suppliant à sa belle-sœur de descendre lui acheter un baume tranquille. À son retour, elle retrouve son neveu la figure violacée. La mère de ce dernier surgit alors, repousse violemment la tante et emporte son enfant à la pharmacie puis à l'hôpital bretonneux. L'enfant sauvé, le médecin dit alors à la Madame Léon Weber qu'il ne faut pas qu'elle en reste là car on a essayé d'étrangler son enfant. Il faut aller porter plainte. Le lendemain, le 6 avril 1905, Jeanne Weber est enfin arrêtée. C'est un soulagement profond dans le quartier où les morts successives commençaient à attiser les tensions de la foule. Cependant, les médecins continuent à affirmer que les décès de tous ces enfants ont une cause naturelle. Mais finalement, comment douter de leur sincérité ? Le mystère, en fait, reste entier. Le procès de la Bretonne débute le 29 janvier 1906. Elle est surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or du fait d'avoir commis ses gestes dans ce fameux quartier de Paris, et elle est accusée de 8 meurtres, dont 3 de ses enfants. L'affaire passionne les foules. Certains sont convaincus de sa culpabilité et d'autres de son innocence, à l'instar du journal La République française, qui écrit le 21 février la chose suivante. On a sans doute encore tout à fait oublié le retentissement procès de l'ogresse, Jeanne Weber, la soi-disant tueuse d'enfants, qui, traînée dans les assises, sur de simples racontards et d'absurdes suppositions, vit le ministère public abandonner l'accusation devant le défaut absolu de preuves. Eh bien, la conscience estime qu'il est au contraire très naturel de voir plusieurs enfants de la même famille mourir de façon semblable, tout bonnement parce que ces enfants ont tous la même tare. Le 6 février, Jeanne Weber est finalement acquittée puis libérée. Mais son mari ne croit en rien à son innocence. Plusieurs semaines après la fin du procès, M. Weber, après son retour au travail, découvre dans son lit un individu très mal en point. Cet individu raconte que Jeanne Weber l'avait attiré chez elle, puis l'avait fait absorber un toxique. Ensuite, étant incapable de bouger, elle avait pris un cruel plaisir à lui brûler à l'aide de fer rouge les jambes et l'abdomen. Cette fois c'en est trop, et pour le mari, c'est une cause de divorce et il chasse Jeanne de chez lui. Le nom de Jeanne Weber ressurgit rapidement dans la presse peu après ces événements. Le Petit Parisien annonce le 31 décembre 1906 le suicide de cette dernière. Ce journal explique le calvaire d'une femme injustement persécutée et qui a tenté de se suicider à plusieurs reprises depuis le mois de juin. Sans argent, sans mari et sans amis, elle se jeta dans la Seine vers 10h du matin selon le journal. Mais l'information est fausse. Jeanne a pris une fausse identité sous le nom de Madame Glaise et est partie s'installer à Châteauroux, dans l'Indre, afin d'échapper à sa triste célébrité. Elle est accueillie par un bûcheron du nom de Sylvain Bavouzet, ainsi que sa femme et son fils qui lui avaient envoyé une lettre de soutien et lui offrant l'hospitalité. Peu de temps après son arrivée, le fils est retrouvé mort. Le bûcheron porte plainte et Jeanne est une nouvelle fois arrêtée, mais les médecins légistes conclurent à une mort due à la fièvre typhoïde. Mais alors que l'affaire n'est encore pas close, de nouvelles plaintes surgissent. C'est d'abord un laitier du nom de Payatos qui accuse Jeanne Weber d'avoir étouffé sa fillette Marcel 5 ans auparavant. Vint ensuite la plainte de M. Bello, affirmant que Jeanne avait étouffé en décembre 1902 sa nièce Lucie Alexandre. Mais encore une fois, Jeanne, clamant son innocence, est remise en liberté immédiate. Après sa sortie de prison de Châteauroux, Jeanne se rend dans l'Eure, où elle change de nom pour Marie Lemoine et se fait embaucher comme garde d'enfants. Le scénario se répète encore une nouvelle fois, avec la mort d'un petit garçon dans ses bras, mais cette fois-ci, elle avoue ses crimes. Mais la police refuse d'ouvrir une enquête et la fait interner. Un rapport sur la santé mentale de Jeanne est toutefois effectué par le docteur Legras, mais ce dernier n'est pas très concluant et celle-ci n'est pas déclarée folle, dangereuse ou déséquilibrée au point d'être enfermée dans un asile. Libérée à nouveau, elle fait le choix de retourner à Paris, mais elle bascule dans la prostitution, mais réussit à trouver un nouveau conjoint et récidive à l'auberge de Commercy qui était tenue par un certain Marcel Poirot. Le reste de cette affaire est relayé par le journal La Presse du 10 mai 1908. Jeanne Weber, au moment de son arrestation à Paris comme vagabonde, reçut de nombreuses lettres. Parmi celles-ci se trouvait une lettre écrite par un habitant de Les-Saint-Rémy, petite commune située à 11 km de Toul, l'invitant à venir dans cette localité. Elle s'y rendue il y a 15 jours et vécut avec son hôte. Mais celui-ci l'abandonna au bout de quelques temps. Jeanne Weber logea alors dans un taudis. C'est à ce moment-là qu'elle fit la connaissance d'un cheminot avec lequel elle vint à Commercy le 6 mai dernier et le couple logea chez M. Poirot. Hier soir, Jeanne Weber dit à son logeur que son mari était absent et qu'elle ne voulait pas coucher seule
craignant la jalousie du cheminot, et c'est alors qu'elle pria Monsieur Poirot de partager le lit de son petit garçon, âgé de 6 ans. Le logeur, qui ignorait probablement le passé de sa locataire, accéda à son désir, et Jeanne Weber monta dans la chambre de l'enfant. Il était 9 heures. Tout à coup, vers 6 heures, Monsieur Poirot entendit des gémissements semblant provenir de la chambre de son enfant. Il s'y rendit en toute hâte, et il trouva le petit étendu sur le lit, la figure tuméfiée et les yeux révulsés. Il était mort. À côté de lui se trouvait inconsciente et prostrée Jeanne Weber. Le commissaire de police, M. Godard, procéda à l'arrestation de Jeanne Weber. L'ogresse de la Goutte d'Or ne contesta pas son identité, mais elle déclara ne se souvenir de rien. Cependant, des mouchoirs ensanglantés sont retrouvés près du cadavre. Jeanne aurait utilisé des mouchoirs noués autour du cou pour étouffer le garçon, puis arracher la langue qui ressortait de ce dernier avec ses dents. Plus aucun doute n'est permis. Jeanne Weber est bien la coupable de nombreux meurtres. Elle est enfin déclarée coupable d'une dizaine d'infanticides. Lors de son procès, certains de ses propos sont rapportés par d'anciennes amies qui expliquent en partie cette folie meurtrière. Jeanne avait alors dit « Depuis que j'ai perdu ma petite Marguerite, je ne peux plus voir les enfants des autres. J'ai envie d'en étouffer dans mes bras. Cela me ferait du bien, cela me calmerait. Je ne peux plus voir les enfants vivants, mais j'ai du bonheur à les voir morts. » La presse dénonce l'aveuglement des médecins qui l'ont autrefois jugée innocente et qui la déclarent maintenant érotomane et hystérique. La foule, elle, crie vengeance sur la route qui mène Jeanne à la prison Saint-Michel. Mais elle ne finira pas sa vie là-bas. Déclarée folle, Jeanne Weber sera internée dans divers asiles, dont celui de Sainte-Féelle, près de Bar-le-Duc, où elle meurt d'une crise de néphrite le 5 juillet 1918 à l'âge de 43 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce dernier. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire à la source.